Like un max la vidéo pour faire partie du cercle très fermé des Keishiners. Ouais. Récemment, j'ai vu un épisode de One Punch Man dans lequel Garou, un personnage important, parlait ardemment du rôle d'un méchant dans une histoire. Et là, je me suis fait la remarque et me suis posé une question très simple. Qui sont réellement les méchants, ceux qui sont haïs dans une œuvre, et qui sont réellement les héros, ceux qui sont adultes? Alors oui, le héros d'une histoire, dans le jargon, est un personnage qui, par sa ténacité et son acharnement, arrive à réaliser son ou ses objectifs. Avant tout, il faut savoir que ce personnage véhiculera un certain message, pour la grande majorité des cas, assez utopiste. Que ce soit Kira, un anti-héros, voulant devenir le dieu d'un nouveau monde, voulant purger le monde de sa criminalité, véhiculant un message sur le bien, le mal, la notion de justice, ou bien même de Naruto, un héros des plus classiques, voulant devenir le plus grand des Hokage, qui lui véhicule ce message de ne jamais abandonner, que même si on est un raté, on peut devenir quelqu'un d'important. Cependant, ce sont des messages assez extrêmes, car certes réalisables, mais difficiles d'accès. Combien d'entre nous allons réaliser ces choses-là ? Et c'est pour ça que l'on suivra leurs aventures. On va voir de nos propres yeux comment ils y parviendront. Et cela est d'autant plus intéressant d'en faire une comparaison avec les méchants. Alors, les méchants, les vilains, appelez-les comme vous voulez, sont, dans une œuvre de fiction, le némésis du personnage principal. Le personnage principal, ou plus communément appelé le héros de l'histoire, au sens large du terme, a une opposition idéologique directe avec celui-ci. Il est représenté comme celui que le monde doit abattre pour prospérer. 80 à 90% des personnages de l'histoire sont contre lui. Le méchant, contrairement à sa contrepartie, ne véhiculera pas des messages aussi nobles que celui-ci. Il est souvent représenté, et surtout dans les années 80-90 où là c'est vraiment flagrant, comme étant vil, cruel, sadique, n'hésitant pas à faire des coups dans le dos. Il se repose sur ses talents et non sur ses capacités à s'affranchir de sa condition pour évoluer, contrairement au héros qui fait l'inverse. Ici, on pourrait prendre un exemple du très célèbrement culte Dragon Ball, avec la confrontation tant adulée Goku-Freezer, illustrant très bien le propos. On a d'un côté Goku, le héros, le messie se tenant face au mal absolu, endossant l'espoir de toute la planète Namek, des terriens et de la volonté de Vegeta mort, ayant agonisé jusqu'à la fin. Et de l'autre, on a Freezer, un tyran de l'espace, sans cœur, psychopathe, tuant tout sur son passage, ayant détruit sans état d'âme des milliers de peuples et de planètes, dont la planète Saiyan. Ici, l'issue du combat Goku-Freezer était claire. Freezer voulant dominer le monde en étant seul, du début à la fin, lors du combat, perd face à un Goku soutenu par ses amis. Et la raison de sa défaite était simple. Outre l'aspect qu'on veuille avancer scénaristiquement dans l'histoire, c'était en fait son rôle de méchant. Freezer véhiculait des idéologies mauvaises, de destruction, de génocide, de meurtre, de jalousie. À l'inverse, je vous prends un méchant plus à l'ère des temps modernes, c'est-à-dire un méchant ayant un chemin différent du héros, avec des buts et des aspirations nobles à la base, mais qui a été très vite corrompu en étant trahi par le monde, par la société autour de lui. Par ces différents événements désastreux survenus au cours de sa vie, il se battra cette fois-ci non pas pour un but noble comme au début, mais pour purger le monde de sa noirceur, en créant par exemple un monde nouveau, comme pourrait le faire un Nagato dans Naruto. Alors prendre l'exemple du manga Naruto est très intéressant, car je pense que le cliché du méchant non manichéen a été médiatisé par celui-ci. Bref, ici le méchant Nagato doit perdre, non pas parce que c'est un méchant vil, cruel, sadique comme un Freezer, mais parce qu'il n'a pas des aspirations nobles conformes à la paix qu'on nous présente dans les médias, dans la société. Et surtout parce qu'il est en opposition directe avec Naruto, le héros de l'histoire, qui lui n'a pas vraiment trouvé comment apporter la paix. En fait, en gagnant, il aurait bafoué les bonnes mœurs, et de même pour Freezer, où là ça aurait pu être bien pire. Et c'est ça le problème, le méchant perd face au héros parce que c'est comme ça, ce sont avant tout les codes de la société qui ne permettent pas aux méchants de gagner. Et là, je me suis posé une autre question. Est-ce qu'on nous mentirait depuis le début? Et plus précisément, est-ce que le monde qu'on nous présente dans un manga ne serait pas utopiste? Alors oui, cela vous paraîtra être une théorie du complot, mais ce n'en est rien. Et vous verrez pourquoi. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'on nous ment? Parce que déjà le message, vous avez pas cette impression étrange comme quoi le méchant qui vous ressemble le plus avec des désirs très humains, comme le désir, l'avarice, le mensonge, la cupidité, sont tout le temps maltraités et battus quelles que soient les circonstances par le héros utopiste? Ben, c'est bizarre, hein. En fait, faut arrêter de se voiler la face.
Une grande majorité d'entre nous ressemblera plus à du Shisui, du Meruem, du Nagato, du Bakura ou bien du Xanxus, en toute proportion gardée bien évidemment, que d'un Tsuna, Gon, Naruto, Yusuke, Kenshin ou bien d'un Goku, qui eux représentent des modèles à atteindre. Ceux qui ont transcendé leurs conditions sociales pour être quelqu'un de meilleur. En fait, c'est plus facile d'être un méchant qui suit la voie du désespoir que du gentil qui lui suit la voie de l'espoir en s'accrochant à ses rêves, continuant sans cesse de poursuivre son chemin. C'est la raison du pourquoi du comment on nous met des méchants nos représentants ayant des aspirations mauvaises, ayant des désirs obscurs façonnant la nature humaine, perdant contre ceux qui suivent les bonnes mœurs avec un sens de la justice utopiste, plein d'espoir, de bonne volonté, de rêves. Par exemple, on a Luffy qui est un très bon exemple de personne qui suit ses rêves et qui bat les méchants, et même chose pour les anti-héros, Kira certes atteint presque ses objectifs et est le héros de Death Note, mais malgré tout ça il n'entre pas dans les bonnes mœurs, de ce fait il fut éliminé de la course. Et même chose pour Lelouch, ils ont certes été des héros qui se sont acharnés à lutter, mais ont toutefois perdu car ils ont voulu renverser la société, ce qui est impossible quelque part, et en plus de ça, ils ont véhiculé des messages mauvais, des messages de révolte. De ce fait, ils ont été éliminés. Oui, on nous conditionne à être quelqu'un. Mais bon, attention, je n'appelle personne à se révolter, mais c'est juste un constat. Il y a une forme de censure déguisée sur ce coup-là. Alors par exemple, là, je vais vous prendre un exemple qui va un peu vous parler à tous, parce que je sais que ça vous paraît un peu confus tout ça. Je vous prends l'exemple Sasuke vs Naruto dans la partie Shippuden. Alors, c'était très flagrant. Après avoir vu le combat Naruto-Sasuke dans la partie Shippuden, tout le monde a dû remarquer que Sasuke était strictement meilleur que Naruto. Mais pourtant, vous connaissez le vainqueur. Sasuke a perdu parce que sa méthode est contre la représentation du bien qui existe dans notre société. Parce que oui, lui a voulu dominer le monde par une dictature, alors que Naruto, lui, voulait le dominer par la paix, pour faire une analogie avec notre politique actuelle, par la démocratie. Alors oui, c'est pour ça en fait, outre l'aspect scénaristique, ou bien outre l'aspect émotionnel, du fait que Sasuke est perdu contre Naruto parce qu'il a suivi le mauvais chemin avec ses liens et tout, Sasuke n'a pas que perdu à cause d'un point de vue émotionnel. Oui, Sasuke n'a pas que perdu parce qu'en fait, il se trompait de chemin en fait depuis le début. Non, il a aussi perdu parce qu'en fait, il véhiculait une idéologie mauvaise. C'est pour ça. Après, oui, il existe de rares œuvres faisant exception, comme Monster, qui arrive à faire des choses intéressantes en brisant tous ses codes avec un côté très réaliste, en étant le plus réaliste possible, en lui donnant ici vraiment une approche plus véritable de ce que le mal, de ce que le bien, de qu'est-ce que l'humain. Là c'est bien exploité, ce côté méchant. Combien d'œuvres en général font ça? Ben très peu. Et là je vous parle de Monster, un seinen de Urasawa. Mais combien de personnes sont comme Urasawa? Bah que très peu. Et pour prendre l'exemple des shonen, il y en a encore moins. À part SNK qui véhicule mais à merveille ce message et qui va en l'encontre même de toutes les choses évoquées précédemment, en nous faisant questionner sur la nature humaine, ben on ne va pas se mentir, il y a que très peu de shonen qui font ça. Parce qu'on ne va pas se mentir, la nature humaine est plus d'être égoïste, capricieux, fantard, cruel, voulant tout garder pour soi-même, que d'être aimable, gentil, altruiste, croyant aux autres, avec une entière confiance. Si toi, derrière l'écran, tu croyais que, en fait, dans la vie, il y avait que des gentils, bah, tu t'es trompé, tu vis dans un monde de bisounours. Voilà, c'est triste à dire, mais le monde dans lequel on est comme ça. Et de ce fait, bah, ce qu'on nous ingurgite depuis le début, depuis tout enfant, est cruellement utopiste, cruellement hypocrite. Ce monde n'est pas comme ça, faut arrêter de se voiler la face. Il y a un manga qui le fait mais très bien en fait, Berserk. Alors Berserk le fait très bien parce que Miura dépeint très bien cela avec Griffiths. Griffiths est présenté comme noble, valeureux, pensant à la vie de tous ceux autour de lui. Mais en fait à la fin il s'est juste révélé être un personnage ignoble, égoïste, ne pensant qu'à lui. C'est un être jaloux, il n'avait rien d'héroïque depuis le début, tout ça n'était qu'une façade. Il a perdu sa stabilité mentale, ne supportant pas que Guts s'émancipe de lui. Il voulait l'avoir sous son contrôle, mais il s'est libéré de ses chaînes. De ce fait, il a fait des dingueries. Et par tout un tas de circonstances, il a réussi à niquer le héros, Guts. Et là, c'était vachement couillu dans ce manga où nous dépeignait un peu le méchant qui gagnait d'une certaine manière contre le héros en le brisant psychologiquement. Voilà, mais bon, après si je vais plus loin, ça serait du spoil, donc allez voir Berserk, c'est cool. Voilà, Miura a fait un choix mais vraiment extraordinaire dans ce manga. Je vais encore me répéter, mais très peu de mangas font cela. Généralement, le héros doit gagner parce que c'est le héros, et le méchant doit perdre parce que c'est le méchant. Point barre,
à la ligne. Certes, il y a peut-être de ça, même si ça peut sembler fou. Le but est avant tout de vous faire mûrir et de ne jamais abandonner dans la vie, d'atteindre le plus que possible les héros, les modèles qu'on suit pendant tout ce temps. Ces modèles, ces héros nous font avancer dans la vie pour tendre à devenir quelqu'un de meilleur. Oui, beaucoup de gens ne suivront pas leurs enseignements. Oui, je sais que beaucoup de gens feront des choses mal au lieu de faire des choses bien alors qu'ils savent pertinemment qu'ils font le mal. Oui, mais pourtant, les héros qu'on nous présente, tels Luffy, Goku ou bien Naruto, permettent, je pense très sincèrement, de limiter cela. Parce que ces modèles nous permettent d'avancer dans la vie et de devenir quelqu'un de meilleur. Et je pense très sincèrement cela. Alors, cette fois-ci, je pense que vous avez compris ma vision sur les méchants et sur les gentils. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, si vous voulez cette fois-ci une partie, mais uniquement basée sur les gentils, bah dites-le moi dans les commentaires et mettez beaucoup de pouces bleus parce que ça fait plaisir. Et donc, sur ce les gens, abonnez-vous et sur ce, à la prochaine!